Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Electra. Bonjour Electra. Bonjour tout le monde. Nous recevons également Run. Salut Run. Salut Tommy, salut Electra. C'est vrai qu'on a eu pas mal de chambardements un petit peu ces derniers temps dans l'actualité. Electra, vous en pensez quoi par rapport à ces chambardements-là? Du nouveau, du vieux ou alors des choses à venir? Eh ben, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'était un peu la surprise parce que c'est vrai que depuis 2021 qu'on attendait des résultats et qu'on ne les voyait pas venir, on en était à se dire mais il se passe rien ou alors c'est que tout est très négatif. Et là, on a eu coup sur coup plusieurs articles dans Marianne de Thibaut Solano faisant état de résultats plus ou moins mitigé, enfin l'un en particulier qui est malheureusement une fausse piste, comme l'a confirmé le procureur M. Poquet-Jusset, mais laissant entendre tout de même qu'il y avait d'autres choses en cours et qui étaient suivies de très près. Et puis le 16 octobre, donc jour date anniversaire très triste qui revient tous les ans. Il y a eu une émission sur RTL, l'émission récurrente L'heure du crime, qui a invité plusieurs des avocats, Maître Saint-Pierre, Maître Chastan-Moran et une nouvelle avocate qu'on ne connaissait pas encore, Katia Gabriel, qui ont donné des informations complémentaires qui paraissent importantes et assez prometteuses, tout en annonçant d'ailleurs que de nouveaux résultats ne vont pas tarder à suivre. Mais Voilà. vous avez totalement raison, Electra. C'est vrai que là, vous avez abordé de manière générale tous les nouveaux éléments. Moi, je vois ça de façon très positive. Alors, c'est vrai que là, par rapport en comparaison à 2017, on était tous surpris. On allume la télévision et on se dit, tiens, des interpellations, des mises en examen, tout est arrivé très vite. Alors que là, je pense que moi, j'ai une impression que la justice euh, fait les choses différemment. Il y a des éléments qui arrivent au fur et à mesure. Moi, je pense qu'il y a tout à fait une chose organisée de grande ampleur. Moi, c'est la sensation que ça me donne. T'en penses quoi, Ron, par rapport à ça, toi? Bah, alors moi justement, j'allais vous poser la question, quels sont les nouveaux éléments? Parce que je vous avoue que j'ai suivi de loin, Oui. j'étais très pris par la New York Comic Con et j'ai vu qu'il y avait des choses, j'ai vu qu'il y avait une lettre dont on a dit que c'était celle d'un copycat, donc la Q5 si j'ai bien compris. Il y a Mm. aussi eu des expertises ADN, mais j'ai pas trop bien saisi sur quoi elles portaient. Donc justement, je voulais aussi voir avec vous Mm. quels étaient les événements de manière précise, parce que j'entends tout et son contraire. Oui, oui. Et Tu as les principaux éléments en main, ça c'est clair. Tu parles de la lettre en question. Bon, c'est vrai que pour moi, cette lettre-là, la justice s'est intéressée, s'est intéressée à divulguer les choses. C'est tout simplement pour moi, pour rayer un élément qui perturbait des interférences, tout simplement sur l'affaire Grégory. C'est un petit peu le schéma que je me suis fait. donc ça recoupe quand même avec ce qu'on disait, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que dans cette affaire, il y a des éléments en trop. Et là, en l'occurrence, il se trouve que ben voilà, on a quand même la preuve qu'il y a des éléments en trop de manière factuelle. C'est-à-dire que cette Oui, lettre-là, on ne pouvait pas la prendre en considération tout simplement parce que c'était bah, voilà, une fausse lettre en fait, tout simplement. bah, Donc tout à je fait. me demande combien il y a encore de pièces comme ça qu'on peut Bah, éliminer du dossier, quoi. moi, la sensation que j'en ai, si tu veux, c'est que la partie civile et puis la justice française, au fur et à mesure, ils éliminent ces éléments parasites tout simplement pour éviter que la partie adverse s'engouffre dedans, remettre ça encore sur la table, perdre du temps, interfère, brouille, fasse un maximum de bruit sur des éléments qui n'ont aucune utilité. Et on a éliminé cette tête-là, c'est une bonne chose. Après, je suis intimement persuadé qu'il y a d'autres choses à éliminer au fur et à mesure pour vraiment se recentrer sur le principal et aller de l'avant. Mais il y a une stratégie pour moi dans tout ça. Mais je voulais revenir d'abord sur un premier point. On a quand même eu une bonne chose pour le colonel Sesma. Il a gagné au tribunal face à Maître Velzer et Marie-Ange Laroche. C'est une décision de justice du 28/09/2023. Moi, je trouve que c'est vraiment un certain retour du bon sens dans l'affaire Grégory qui va avec l'arrêt de la cour de Dijon, si je ne dis pas de bêtises, de 93. Il faut rappeler que le colonel Sesma a gagné toujours tous ses procès, hein, donc ce n'est pas Oui, vraiment inattendu. Mais par contre, ce qui est frappant dans cette décision-là, c'est qu'en plus, il y a eu
une condamnation, si je puis dire, de Marie-Ange Laroche à prendre en charge les frais de justice à concurrence de 4 000 € qui ont été occasionnés du coup au colonel Sesma. Et ça, c'est pas le cas à chaque fois, c'est pas obligatoire, c'est une disposition qui existe mais qui n'est pas toujours appliquée. Et je pense que là, il y a la manifestation, enfin, ça manifeste quand même une certaine volonté d'arrêter, de mettre un peu un coup d'arrêt à ces procès en diffamation perpétuelle, ce côté procédurier excessif, et je pense que c'est un peu une mise en garde. Hein. Ça portait sur quoi celui-là Alors, le colonel Sesma, tu sais, il avait publié un article dans le Nouveau Détective où il était toujours sur la même longueur d'onde par rapport à Bernard Laroche, kidnappeur de Grégory. Il a, dans le magazine en question, que j'ai lu dans les grandes lignes en travers, on va dire, il parlait vraiment de ce qu'il a toujours dit, c'est que pour lui, Bernard Laroche était le kidnappeur de Grégory, tout simplement, quoi. Sans prendre trop de risques, puisque c'était raccord avec ce que la justice a toujours indiqué de façon factuelle. Et moi, ce que j'aime bien dans cette décision de justice, c'est que Marie-Ange Laroche et comment dire, l'avocat Welzer ont été condamnés pour diffamation publique envers la mémoire d'un mort. Non, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est Marie-Ange Laroche qui avait attaqué le colonel Sesma pour diffamation publique envers la mémoire d'un mort. Et ils ont été déboutés par rapport à ça. Pour moi, ça acte les choses comme quoi, pour la justice française, Bernard Laroche, hormis preuve du contraire, est le kidnappeur de Grégory. Voilà. Parce qu'ils ont été déboutés par rapport à cette diffamation, à leur demande de diffamation envers le colonel Sesma. Pour moi, c'est assez important, quoi. En tout cas, ça montre bien qu'il n'y a pas de diffamation à dire, que c'est l'orientation de l'enquête et que, pour l'instant, les conclusions de l'instruction, pour ce qu'on connaît, c'est qu'il est le ravisseur et que ça n'est pas une diffamation que de le dire parce que c'est bien ce stade où en est arrivée l'instruction. De là à dire qu'elle le valide totalement, non, elle valide que c'est ça, que c'est la vérité. Il y a de fortes chances que ce soit lui. Voilà. C'est un peu ce qu'on peut retenir. Voilà. Parce qu'il est mort, il est mort inculpé. Ça, c'est vrai que on a tendance à l'oublier. On dit toujours, hein, il est mort innocent. Non, mais il est mort inculpé, à défaut d'avoir pu mener les investigations de façon plus prononcée, parce que bon, c'est vrai que par rapport à vos précédents travaux, Electra, on a quand même vu une grande compatibilité de planning concernant Bernard Laroche et une possibilité de kidnapping de Grégory. Bon, les cases sont cochées concernant cet élément-là. Il n'y a pas de souci, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et alors là aussi, c'est un petit peu compliqué parce que quand il s'agit d'un inculpé décédé, on ne peut plus le poursuivre en justice, mais ce n'est pas pour autant qu'il bénéficie de la présomption d'innocence encore, et encore moins ses héritiers ne peuvent pas s'en prévaloir. C'est-à-dire qu'on peut continuer à investiguer, en particulier s'il y a des complices. Par la force des choses, on est obligé de citer les éléments qui le concernent. On l'a vu d'ailleurs dans le cas de l'affaire Élodie Kulik, hein, le cas était à peu près le même, puisque l'assassin principal est décédé. Ça n'a absolument pas empêché d'inculper donc un de ses complices, de le juger et de le condamner. Et il a bien fallu reparler de l'assassin principal, et il a bien fallu l'évoquer, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. On est complice de quelque chose. Voilà, et d'une personne. Donc, on est obligé de la citer. Donc, bon, la jurisprudence est un petit peu compliquée là-dessus. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de diffamation à commenter et faire état des éléments qui sont donnés à notre connaissance, en particulier par le procureur, puisque c'est lui qui a l'exclusivité de la communication dans les dossiers encore à l'instruction. Oui, tout à fait. Et on peut revenir également, c'est pas la première fois qu'il y a que la partie Laroche est déboutée, puisqu'ils avaient été déboutés face à Complément d'enquête, donc France Télévisions en 2021, pour une émission de 2018 aussi, concernant à peu près les mêmes sujets. Alors, il y avait également le juge Lambert qui avait été débouté dans le même tir, mais la famille Laroche et Lambert, bon, ils sont un petit peu récidivistes, ils sont un petit peu dans la redite de l'opération comment dire, je perds mes mots. Ah là là, je perds mes mots, c'est terrible. Dans l'opération d'être débouté par la justice, d'être débouté par la justice. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette condamnation, pour une fois, à une partie des frais de justice, parce que, bon, c'est un moyen de mettre un stop, hein, parce qu'on ne va pas tous les 3 jours, chaque fois qu'on parle de l'affaire Grégory, forcément, il
les principaux ex-enquêteurs, enfin, etc., ils sont amenés à parler de ce qu'ils ont fait. Si on les attaque chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour dire des Oui, choses en toute honnêteté, c'est plus possible, quoi. Donc, je pense que c'est un moyen justement de mettre un stop à cette inflation procédurière. bien sûr. Et puis, à contrario, Gérard Welzer, avocat de la famille Laroche historique, en 2011 a été condamné pour diffamation envers le colonel Sesma. Et Marie-Ange Laroche, en 2012, avait été également condamnée pour diffamation envers le colonel Sesma. Donc, on s'aperçoit quand même que la justice déboute Gérard Welzer et Marie-Ange Laroche pour de la diffamation, mais par contre les condamne pour la diffamation envers Étienne Sesma. Alors, j'ai plus la teneur du pourquoi, du comment ils avaient diffamé le colonel Sesma. Bon, on se doute un petit peu que c'est toujours par rapport au rôle de Bernard Laroche, parce que c'est vrai que le colonel Sesma a des opinions très, très ancrées par rapport à ça. Ayant lu son livre, on s'aperçoit que pour lui, la vérité, la lumière sur le kidnapping du 16 octobre a été établie depuis dans les premiers jours, les premiers mois, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, c'est quand même intéressant de voir le sens de la justice un petit peu après des années de cafouillage et puis comment dire, de dessaisissement de la gendarmerie pour profit de la police judiciaire. On a repris les gendarmes derrière, etc. Il y a beaucoup de machines avant, machines arrière. Et là, la justice, depuis 2011 précisément, avec la diffamation reconnue de la part de Gérard Welzer envers le colonel Sesman, on s'aperçoit que la justice va dans le même sens, plus ou moins. Tout à fait. Il y a une continuité du sens de l'instruction, c'est très clair. Bon, certains pensent le contraire, mais je ne crois pas. Je pense qu'on a vraiment, à travers différents procureurs successifs et plusieurs juges d'instruction successifs, on est toujours sur la même ligne et sur les mêmes pistes. Il n'y a pas eu de changement de ce point de vue-là. Tout à fait. Et moi, cet été, il y a alors, je sais pas, je sais qu'Electra, on a communiqué sur le sujet. Ron, je sais pas si tu as vu ça, ni Damien. Mais Damien, j'en ai parlé. Je ne sais pas si tu en ai parlé, Ron, mais tu as dû le voir. C'est obligé. Le retour de la juge Barbier. Elle sort de sa retraite pour prêter main forte au juge Brault à Dijon. Et moi, je trouve vraiment que ce retour cette sortie de retraite, ce retour sous les spots de la juge Barbier est vraiment quelque chose de significatif. Moi, je pense qu'une personne ayant autant de connaissances que la juge Barbier, si jamais cette personne revient un petit peu en appui du juge Brault qui fait un très bon travail, moi, le juge Brault, moi, je sais que l'émission à l'heure du crime en a parlé de façon favorable. Moi, je suis plutôt aussi dans ce sens-là. Mais appuyé par la juge Barbier et sa grande connaissance du dossier, je pense qu'on peut éventuellement imaginer, sans prendre trop de risques, qu'elle n'est pas juste sortie pour débunker une lettre d'un copycat Corbeau, mais peut-être pour une opération, un acte juridique, judiciaire de plus grande ampleur. Moi, c'est l'intime conviction que j'ai. C'est probable qu'il fallait renforcer de toute façon cette équipe de Dijon. On connaît bien la misère de la justice française et on avait bien dit, on avait l'impression que si ça avançait aussi lentement ou aussi peu, c'était aussi parce que ce pauvre juge Brault, qui est en outre président de chambre quand même, hein, était vraiment très débordé et on avait su, par Thibault Solano d'ailleurs justement, qu'il ne disposait que d'une greffière à mi-temps. Ouais. Alors, c'est vrai que se plaindre dans ces conditions, on se rendait compte que même tous les prélèvements ADN n'avaient pas encore été faits. Il y en avait encore en cours il y a quelques mois. Il n'était même pas arrivé au bout de ça. Il manquait d'aide, certainement. Et c'est vrai que le retour de Madame Barbier, qui a donc, après 4 ans de retraite, a repris du service fin juillet, dans des fonctions qui ne sont pas précisées. Bon, probablement, elle va pouvoir servir d'assesseur. Enfin, elle va prêter la main, certainement, à cette cour de Dijon. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que l'affaire Grégory, dont elle est la dernière juge d'instruction en vie, à très bien connaître le dossier, puisqu'elle y a travaillé pendant de longues années, ce serait quand même étonnant qu'elle reste totalement muette sur ce sujet-là et je pense qu'elle doit aider également sur le fond, hein, très probablement. C'est par ses conseils, ou je ne sais pas exactement dans quelle fonction et comment ça se passe, mais même si c'est de façon informelle, c'est une très bonne chose qu'elle ait rejoint Dijon. Puis il y a un élément, Electra, qui est vraiment déterminant dans cette affaire-là, c'est le côté humain, parce que la juge Barbier, elle a forcément auditionné à plusieurs reprises les différents protagonistes, et elle connaît
peut-être elle connaît bien les personnalités. Alors je ne pense pas qu'elle procède directement aux auditions. Ce sera plutôt le travail du juge Brault qui lui n'est pas en retraite, hein, même si je pense que le rôle du juge Barbier, c'est plutôt consultant, voyez, consultant, et puis donner un petit peu les ficelles de cette affaire-là. Et elle connaît bien les protagonistes, ça c'est sûr. Et le fait d'avoir cette fameuse juge comment dire, pour épauler, c'est une bonne chose parce que on peut imaginer qu'on va remettre en examen les protagonistes, où ils vont être réauditionnés. Il y aura peut-être des auditions pour éventuellement les pousser peut-être un petit peu à la faute, c'est-à-dire un élément ou deux qui pourrait peut-être les mettre en porte-à-faux, faire avancer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que ses connaissances humaines, elle connaît les réactions des différents protagonistes durant les auditions, donc ça va être d'un grand secours, je pense. Oui, et alors, justement, on apprend dans un des articles de Marianne de Thibault Solano, qu'il y a bien toujours des auditions et qu'en particulier, le juge Brault aurait auditionné René Jacob après ce fameux reportage de TF1 Ah oui, dans lequel il avait reconnu la voix de sa belle-sœur Jacqueline. Donc, il aurait été auditionné par le juge Brault. Donc voilà, c'est pas du point mort tout ça, hein, ça veut bien dire qu'on s'active. Et par ailleurs, il continuerait à investiguer sur les emplois du temps des Jacob, puisque les Jacob prétendent avoir un emploi du temps, un alibi, et apparemment ça ne doit pas être si établi que ça, puisqu'il continue à mener des investigations sur cet emploi du temps et à procéder à des auditions. Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est Oui, vraiment très intéressant. même s'il constate que la Libye était pas correcte, ça en fait pas des coupables pour autant. C'est là où je me dis que le chemin est quand même. Ah, tout à fait. C'est ça, quoi. Tout à fait. Oui, absolument. Non, non, mais vous savez, c'est pas un dossier ni une affaire dans laquelle on va avoir l'élément boum, la grosse bombe qui va tout éclaircir d'un coup. On le sait très bien. Et c'est plutôt des faisceaux d'indices tellement recoupés, de témoignages, etc., qu'ils finissent par addition, par constituer des charges suffisamment lourdes. Alors, pour espérer un renvoi en cour d'assises, ça, je ne sais pas encore, hein, et on ne le sait pas, on l'espère. Mais je pense que ça se passera plutôt par addition, encore une fois, d'indices convergents, et non pas par un élément unique, comme voilà, l'ADN miracle qui sortirait d'un chapeau brusquement et qui ne laisserait plus aucun doute. C'est pas de cette façon que ce dossier-là se résoudra. Je ne crois pas. Ce serait déjà fait. Mais on a sûrement accès qu'à la phase visible de l'iceberg. Vous savez, là, ils sont assez intelligents. La justice française est assez intelligente pour distiller des éléments mesurés et puis avec parcimonie, pour justement voir les réactions des protagonistes. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces éléments divulgués dans la presse de façon mesurée et de tout simplement avoir peut-être des commissions rogatoires en cours avec des écoutes et puis de la surveillance, voir la réaction des protagonistes et tout ça. Et puis peut-être penser à une faute, un appel téléphonique maladroit, on va dire, indiquant des choses aux enquêteurs et puis redirigeant un petit peu leurs investigations dans le sens voulu, quoi. Je dis pas rediriger parce que pour moi la justice ne se redirige plus concernant cette affaire, elle est toujours dans le même sens depuis 2017. On reprend les déclarations de l'avocat des Villemain qui dit que on est sur un crime, un crime collectif, qu'on sait qui a fait quoi et comment. Moi, voilà, je pense qu'on va toujours dans le même sens. Il n'y aura pas de revirement de situation majeur. Je ne pense pas. Mais alors justement, pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas suivi au taquet tous les rebondissements, est-ce qu'on ne peut pas revenir sur chacun des Si. nouveaux éléments pour, Ah bah de si, si, manière si. à y voir un peu plus clair, quoi? Si. Bah, oui, justement, on allait aborder le premier portrait robot Electra, vous savez, le corbeau de Laveline. Donc déjà, c'est avec le fameux ADN en question, on a réussi à avoir une physionomie. Alors, une physionomie, ça s'imite juste aux yeux et à la couleur des cheveux du corbeau de Laveline. Donc on est sur une femme aux cheveux châtains et aux yeux clairs. C'est ça. Donc c'est C'est un ça. gros élément, ça déjà.
c'est quand même un déjà, gros élément. Ça disqualifie Christine. Bien Oui. sûr. Ça Oui, permet oui. de. Et d'autres? Sauf à considérer qu'il s'agirait, on m'a fait cette objection sur des commentaires que j'avais faits, que ça pourrait aussi bien être des ADN de contamination. On ne peut pas totalement l'écarter, mais je suppose quand même que des précautions ont été prises, parce qu'on sait très bien quand même dans quelles conditions ont été manipulés les scellés, on voit bien que la qualité des ADN qui sont prélevés, s'ils sont très complets, pas complets, très abîmés, pas très abîmés, etc. Là, il s'agissait certainement de bribes, parce qu'on n'en a tiré que des allèles. Parce que les portraits robots, c'est justement parce qu'on ne dispose pas d'un ADN suffisant ou de séquences suffisamment complètes. Par chance, on a des petits bouts qui portent des allèles. Et c'est grâce à ces allèles qu'on essaye de définir ce que vous venez de dire, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le sexe, bien entendu, qui est quand même déjà très discriminant. Là, a priori, ce ne serait pas un homme dans le cadre de ces courriers. Alors, il faut savoir que ces courriers, quand même, ont été moins manipulés probablement que d'autres, bien qu'ils ont été utilisés au procès de Dijon, mais ils n'ont pas donné lieu à des expertises en écriture en particulier, puisqu'il s'agit en fait, c'est 4 lettres qui ont été saisies par le SRPJ, c'est très court, et ce sont des coupures de journaux collées. Donc, il n'y avait pas matière à expertise en écriture, donc déjà, ça fait des manipulations de moins. Ça n'a pas passé dans les mains de quantité d'experts. Peut-être que ces bribes d'allèles ont été trouvées, alors je ne sais pas, peut-être dans de la colle qui aurait un peu débordé. Est-ce que c'est sur le support, sur le papier lui-même? On ne sait pas très bien. En tout cas, c'est ça qu'on a trouvé. On a le sexe, c'est donc la dernière personne qui amène. Ah oui, en plus, ces courriers n'ont jamais été postés. Donc, c'est pareil, on peut éliminer toute manipulation postale, etc. PTT d'époque. Déposés sous les portes, à l'avenir. Bon, donc, il y a quand même de fortes chances. Enfin, on peut espérer que c'est la personne qui, justement, soit a réalisé le copier-coller, la petite colle, soit les a déposés. Voilà. Que ces caractéristiques-là correspondraient à cette personne. Oui, parce que Léitra, vous dites quelque chose de très juste. Le fait que ce n'ait pas été posté par les PTT de l'époque, posté chez les PTT, ça permet d'imaginer qu'il y a très peu de protagonistes à avoir eu la lettre entre les mains. On a relevé forcément l'ADN des gens ayant reçu la lettre et de la famille des gens aux alentours. Donc, par contre, il y a ce fameux ADN qui ressort, qui est inconnu. Donc, on est vraiment sur une femme, cheveux châtains, yeux clairs. Donc, pour moi, c'est quelque chose à prendre vraiment en considération. Surtout que l'Aveline, bon, historiquement, on sait de quelle famille c'est le fief. Ça, c'est déjà acté. Moi, il y a une chose aussi qui m'interpelle là-dedans. Alors, ces relevés ADN ont forcément matché par rapport au FNEG, c'est ça? Non, je ne crois pas. Pas dans ce cas-là. Je pense, encore une fois, je pense que c'est parce que quand on en est à tirer simplement un portrait robot ADN, c'est parce qu'on n'a même pas une séquence suffisamment complète pour faire des comparaisons. Donc, on ne la fait même pas avec le FNAEG. Là, vraiment, c'est parce que c'est ce qu'on appelle des allèles. Enfin, tous les gens les éleveurs d'animaux, par exemple, nous comprendront très bien. Certaines caractéristiques qui sont recherchées, vous savez, quand on fait des croisements et de la sélection pour la reproduction animale, des chats, des chiens, etc., il y a des choses qu'on cherche. Oui. Un poil d'une telle longueur, telle couleur de poil, telle couleur d'yeux, etc. Donc ça, ce sont les allèles qui marquent ça dans notre ADN. Pour qu'on ait tiré que des allèles, c'est qu'il n'y avait pas de comparaison possible sur une séquence suffisamment complète, c'est mon avis. Mais ça a permis de définir ça, qu'il s'agit d'une femme, c'est important parce que ça élimine les hommes, c'est quand même la moitié de la population humaine. Et c'est vrai qu'une couleur d'yeux et une couleur de cheveux, ça élimine tous ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Bien sûr. En effet, ça élimine Christine, ce qui, je pense, ça a été tellement injuste, cette accusation, et ça n'avait tellement rien à faire au procès de Dijon. Moi, j'ai déjà donné mon opinion là-dessus. Jamais ça n'aurait dû être accepté. C'est sans lien du tout avec
avec le crime et avec l'assassinat de Grégory. C'est une affaire de rivalité amoureuse qui se passe des années avant, comme il y en a des tas à Laveline. Laveline est un nid de corbeaux. Les gens n'arrêtaient pas de s'envoyer des coups de téléphone, de ceci, de cela, et toujours sur des histoires, voilà, d'amende. Bon, ça tourne là-dessus, des histoires d'adultère et ainsi de suite. C'est de la malveillance téléphonique pure et simple. On ne peut pas du tout établir un lien avec l'assassinat de Grégory. C'est impossible. Oui. C'est très ancien. Donc, ça remet bien les choses, ça les recadre là où elles devraient être. Il y a eu, à l'époque, effectivement, des courriers de ce type, qui ne ressemblent pas du tout, d'ailleurs, au courrier classique du Corbeau. Et ça ne peut en aucun cas être Christine Villemain, en tout cas. Alors, moi, je vais peut-être un peu plus loin. C'est un soulagement, je pense, pour elle. Et oui. Alors, juste pour la petite anecdote, si vous me permettez, moi j'avais fait un test ADN au Canada, alors juste basé sur la salive, en plus pas grand-chose, hein. Et j'ai été étonné de voir à quel point les portraits ADN étaient précis, parce que là, effectivement, on sait qu'il s'agit d'une femme, on sait qu'elle a les yeux clairs et on sait qu'elle a les cheveux châtains, mais moi, sur le portrait génétique qui m'ont sorti, en tout cas par rapport à mes propres analyses, ça allait bien plus loin. Il y avait la forme des lobes d'oreilles, il savait dire si j'avais ou non du duvet sur les genoux, il savait dire si j'avais ou non une fossette au menton, calvitie, cheveux fins ou épais. Voilà, à quel âge vous serez chauve. Exactement. Si j'éternue au soleil, si je suis sujet au vertige, si mon urine sent l'asperge quand j'ai mangé des asperges, etc. etc. Donc c'est assez bluffant parce qu'en plus, tout était bon. Donc, je me dis que potentiellement, ils ont d'autres éléments aussi en leur disposition et je serais bien curieux de les connaître. Enfin, avec quand même cette réserve que ils disposaient de votre ADN complet, donc de tous les allèles. Là, c'est pas le cas, hein. Enfin, on suppose que non. On suppose que c'est pas le cas. Ouais. On suppose que c'est pas le cas, qu'il n'y a pas d'ADN complet, donc il y a quelques allèles et que les allèles ont pu marquer ça. Peut-être qu'il y a d'autres résultats qu'on ne connaît pas. Ça a pu marquer peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas. Et c'est déjà pas mal, hein, parce qu'ils ont. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais est-ce que moi je me dis que est-ce qu'ils nous disent tout aussi par rapport à ça? C'est la question que je me pose parce qu'on sait. Alors est-ce que ces fameux relevés ADN ont pu après être comparés avec certaines personnes mises en examen à partir de 2017? Vous voyez, je me pose la question. Bon, je vais lever le rideau. Est-ce que ça a pu être comparé par rapport à l'ADN qui a forcément été relevé chez Muriel Boll? Vous voyez, c'est la question que je me pose. Est-ce que par rapport aux éléments qu'ils ont divulgués dans la presse, donc juste une femme, châtain clair, yeux clairs, c'est les premiers éléments qu'ils ont retrouvés et qu'ils ont déjà d'autres éléments en main, des cartes en main, ou alors des cartes qui sont en cours de distribution justement, où ils ont été un peu plus loin par rapport à ça, ce qui permettrait d'établir déjà des similitudes avec un autre protagoniste. Petit détail, Tommy, quand même, c'est que s'ils disent ce châtain, c'est cheveux châtains, c'est pas cheveux roux. Parce que, tu vois, ils auraient défini cheveux roux si c'était cheveux roux. Oui, mais il n'y a que Muriel Boll, il me semble, qui a les cheveux roux dans la fratrie. Ouais, mais justement. Oui, mais. Donc, il y a aussi Isabelle. Isabelle aussi. Oui, il y a aussi Isabelle également. Marie-Ange est très blonde, tirant d'ailleurs un peu sur le roux plutôt que châtain. Donc, les yeux clairs, ça, effectivement, ils ont tous les yeux. Quand on parle d'yeux clairs, là, on sait que c'est un gène récessif. Hein, c'est le gène dominant, c'est les yeux noirs, bruns, marrons. Là, c'est un gène récessif. Alors, il peut se décliner en bleu, en vert, en gris. Mais quand on parle d'yeux clairs, c'est de ça qu'on parle. C'est du gène récessif. Hein. Donc, la nuance ensuite des yeux. Bon, mais en tout cas, ce ne sont pas des yeux bruns. C'est un gène vraiment, c'est un allèle différent. Mais les yeux clairs, déjà, si on parle juste à proprement dit des protagonistes, ça coche pas mal de personnes. Ça élimine pas mal de personnes. On est sur un qui est, vous voyez, moi, cette affaire-là, je la compare, alors souvent, je reviendrai par la suite après, mais comme une affaire de stupéfiants. On est un petit peu là-dedans dans le crime organisé, mais également sur une partie de qui est, où au fur et à mesure, on abat les cartes, vous voyez, sur les petites plates, là, au fur et à mesure, clac, 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 et on commence, yeux clairs déjà. Là, par rapport au corbeau de Laveline, ça se restreint de façon drastique. Mais en tout cas, ce fameux corbeau de Laveline, ça permet également de raccrocher les wagons avec l'affaire Grégory, puisque le mode opératoire de corbotage, bon voilà, on y est, on peut laisser imaginer peut-être une exportation du mode opératoire
de Laveline sur l'affaire Grégory à proprement dit. Alors même si c'est pas forcément le même corbeau, c'est quelqu'un peut-être qui gravitait dans l'entourage du corbeau de Laveline et qui a vu ce fameux mode opératoire et qui l'a exporté après derrière. C'est une possibilité aussi, c'est tout à Ouais, fait mais ça. alors quand on voit les copycats et notamment l'affaire Q5, moi que je trouve hallucinant, c'est-à-dire c'était une Française d'origine guadeloupéenne qui vivait à Paris à l'époque des faits et qui visiblement était passionnée par l'affaire, tellement passionnée qu'elle a décidé d'en faire un faux. Alors ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Je me dis, on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des copycats dans tous les sens hein, sur ce dossier. Donc moi je Oui, reste oui. aussi assez prudent sur ce point-là, quoi. Bah, je crois pas, parce que Q5 a toujours été considéré comme suspecte. Déjà, le non-lieu en fait état et dit bien que cette lettre portait. Alors, déjà, elle est post-crime, c'est la seule. Hein. Toutes les autres, c'est avant le crime. Et après, officiellement, le corbeau s'est tu. Donc, c'est une lettre qui ne parvient qu'en juillet 85, qui a été postée le jour de la Sainte-Christine, d'une commune très différente, d'Arnieul, qui est sur la route de Nancy, je crois. Ça, j'ai pas eu le temps de le vérifier. Je m'excuse si je fais une erreur géographique. Enfin, c'est pas tout à fait le même secteur non plus. Et dès le départ, elle a paru. Alors, elle refait d'ailleurs la même faute d'orthographe Villemain-Haïenne que la faute qui existait sur le premier billet, celui qui avait été glissé sous les volets des parents. Ouais. Et puis, dès le départ, alors, on y a trouvé un défoulage sur cette lettre à l'époque qui faisait penser à l'utilisation d'un calque. Elle est très courte, elle n'utilise que quelques mots, et les mots qui sont utilisés avaient déjà été utilisés dans des lettres précédentes. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les autres lettres de 84 ont été publiées dans la presse. Donc, il n'était pas difficile de s'en procurer un exemplaire et éventuellement de décalquer pour que ça ressemble le plus possible à cette écriture en script. Oui. On peut peut-être même d'ailleurs dire quel était de quoi parlait la lettre. En gros, ça disait « Je vous ferai FEREZ à nouveau sans le A, votre peau à la famille Villemain-Haïenne, prochaine victime, Monique. » Exactement. Et pas de I à Monique. Ouais, Monk. Monk. Voilà. Bon, donc, enfin, de toute façon, cette personne a pu être coincée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet ADN, s'il a été examiné, ce n'était pas à cause de l'importance de la lettre, c'est parce que c'est un des 9 ADN suffisamment complets, enfin avec des séquences suffisamment longues et de suffisamment bonne qualité, qui ont été acceptés dans les examens de 2021, que les parents avaient demandé. Il y en a 9, hein, comme ça, qui étaient au scellé et qui ont paru suffisamment exploitables pour qu'on tente de les identifier. Et donc, parmi ces 9, il y a celui-là, qui était un ADN apparemment complet. Et il a été comparé au FNAEG et il a matché au FNAEG avec cette personne qui s'était donc rendue coupable d'escroquerie et donc dont l'ADN figurait au FNAEG. Elle a donc été convoquée et elle a avoué. Ça a permis d'avoir des aveux. Alors, elle a dit ça, qu'à l'époque, elle était passionnée par l'affaire. Elle a exprimé des regrets. Elle était évidemment beaucoup plus jeune que maintenant. Bon, un petit coup de folie comme ça, elle a voulu mettre son grain de sel et elle a fait cette fausse lettre. Quel regret. Mais alors, le poster le jour de la Sainte-Christine, franchement, c'est assez pernicieux. Ah oui, c'était assez pernicieux. Oui, tout à fait. Il y a aussi une chose. Alors, ça, c'est bien que c'était débunké, mais alors moi, il y a une chose qui m'intéresse aussi, c'est on n'a pas la formulation du courrier du corbeau de Laveline. Ça serait intéressant à voir, ça, c'est la justice qui a ça entre les mains. Et est-ce qu'ils ont fait un rapport? Si, pour les lettres adressées au. Oui, on connaît les textes. Hein, il y a un PV, le PV de saisie existe, de ces 4 courriers. C'est très bref et ça tourne, comme je vous le disais, autour de ton mari te trompe. Oui, c'est ça. Oui, vérifie. Voilà. Mais on n'a pas
Ouais, ce que je voulais dire, Electra, par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas de photos vous savez, on a toujours des photos des différentes lettres du corbeau. Et celle-ci, j'aurais été vraiment intéressé de voir à quoi ça ressemblait. Ouais, comment ça a été, ça a été rédigé, collé, etc. Ça aurait été intéressant de voir ces fameuses lettres. À moins que je me trompe, on n'a jamais eu ça tous les yeux. Non, je crois pas. Ça, je les ai Hmm, jamais vus personnellement. Je n'en connais que le texte, c'est tout. d'accord. Mais je Et la je les ai pas. stylométrie? Et la stylométrie par rapport à ça, est-ce que la stylométrie a pu éventuellement rendre des conclusions et faire des rapprochements entre les différents écrits, entre le corbeau de l'Aveline et le corbeau de l'affaire Grégory? Parce que ça, c'est intéressant à savoir aussi, parce que cette science de la stylométrie qui est tellement décrié par la partie adverse, pas par la partie civile, bien entendu, et puis pas par l'opinion publique. C'est vraiment la partie adverse qui discrédite la stylométrie. Mais si jamais on peut appliquer éventuellement la stylométrie sur ces lettres de l'Aveline et puis faire un rapprochement avec d'autres courriers, ce serait vraiment intéressant. Même si la stylométrie, ce qui me dérange un petit chouïa là-dedans, c'est le fait que des enfants ayant été dans les mêmes classes avec le même instituteur peuvent éventuellement avoir des caractéristiques similaires. C'est ça, je me pose la question par rapport à Et la là, symétrie. ça, c'est la défense. Bah, c'est les Oui, avocats de la défense qui disent ça, c'est leur argument. Ça joue beaucoup pour l'écriture, pour les expertises en écriture, parce que, en effet, les méthodes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture étaient assez normatives à similaire. l'époque. Voilà, et assez similaires, avec des instituteurs formés eux-mêmes à la même école, les cahiers de devoirs, bon, tous les manuels. C'est vrai qu'on apprenait à écrire d'une certaine façon, on attachait souvent des pleins et des déliés, on utilisait encore les porte-plumes. Donc, au niveau de l'expertise en écriture, c'est vrai qu'on peut retrouver des écritures qui se ressemblent. La stylométrie, c'est quand même tout autre chose. Hein. Ça s'intéresse à la linguistique. C'est Mm. pas la même chose. C'est-à-dire, c'est le vocabulaire utilisé, le fait de faire des phrases longues ou des phrases courtes. Vous avez des gens qui font des phrases en parlant ou à l'écrit, sujet, verbe, complément. Vous en avez d'autres qui font des phrases à la Proust, voilà, un paragraphe entier. Mm. Ça, voilà, il y a des gens qui utilisent beaucoup d'adjectifs et d'adverbes. Il y en a d'autres qui n'en utilisent jamais, qui sont très, très factuels dans leur expression. C'est plutôt des choses de ce genre, des traits de ce genre. Plus, je crois, également des tics d'écriture comme revenir à la ligne, les espaces qui sont laissés entre chaque mot. Voilà, Ouais, des c'est choses, ça. hein, donc c'est beaucoup plus subtil, je crois. Et visiblement, là, ce qui a été expliqué donc, par cette nouvelle avocate, c'est la première fois qu'on l'entend, Madame Katia Gabriel. Elle explique que, donc, que ces études de stylométrie continuent, qu'elles donnent lieu à des débats entre différents experts, ce qui est normal, hein, c'est la procédure scientifique normale de validation d'un procédé qui est quand même nouveau, avec des confrontations d'opinions, etc. Et qu'on l'appliquerait pas seulement aux lettres, mais qu'on l'aurait appliqué également à des transcriptions d'audio. Donc c'est bien ce qu'on avait pensé, qu'on avait déduit tout seul, que très probablement une partie des appels téléphoniques, du moins les plus longs et les plus complets, avaient dû être, ils ont été retranscrits à l'écrit, bien sûr, et que probablement, vu le nombre de pièces soumises à la stylométrie, ils en font partie. Donc, voilà, parce que il n'y a pas forcément une telle distance non plus entre l'écrit et l'oral. Le vocabulaire qu'on retrouve peut être le même à l'oral et à l'écrit, enfin, Bien des sûr. choses de ce genre, je suppose. Hein. Ça doit se Mais recouper. visiblement, voilà, ça doit se recouper. Donc, la stylométrie continue à travailler là-dessus. Ouais, c'est vraiment intéressant tout ça. Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu en France, hein, il y a des procédés qu'on ne veut pas appliquer aux affaires criminelles. Par exemple, la stylométrie, c'est vraiment un petit peu décrié. Dans d'autres pays, bon, c'est acté. Il y a beaucoup de pays qui l'utilisent de manière officielle, en corrélation avec la justice. Il y a également ce fameux détecteur de mensonges où, pour moi, ça n'a pas forcément été déterminant, mais ça doit donner également un sens d'enquête et puis en tenir compte sans forcément accuser les gens avec le détecteur de mensonges, mais les soumettre à ce genre d'examen en même temps qu'une audition et avec pas mal d'autres choses.
ça pourrait quand même aider un petit Ouais, peu mais la. il paraît quand même que tu peux le tromper et c'est pas fiable. C'est-à-dire que Oui, c'est pas si tu fiable. maîtrises suffisamment tes émotions, tu peux le Oui, tromper positivement. Et si oui. jamais quelqu'un est trop stressé, il peut avoir un faux positif. Donc c'est quand même, c'est pas une technique magique quand même, quoi. C'est Ah Il ça, non, faut c'est hein. sûr. savoir que dans la plupart des erreurs judiciaires célèbres des États-Unis, parce qu'il y en a quand même qui sont connues du public et célèbres, presque toujours à la base, il y a justement une histoire de détecteur de mensonges. Et D'accord. ça joue dans un sens comme dans l'autre. Donc, bon, ça a été utilisé tout de même en France. Il y a eu une ou deux affaires où les accusés ont volontairement demandé à passer au détecteur de mensonges, et donc on l'a fait. Mais ça n'a pas de poids devant un jury. Vous comprenez ce que je veux Mm. dire? À cause Ah oui, de bien tout ça. sûr, bien sûr. À cause de tout ça, ça n'a pas vraiment de poids, parce que peut-être que les gens qui l'ont accepté, c'est parce qu'ils pensaient avoir une maîtrise suffisante justement du procédé pour Les être capable émotions. de le contrôler. Voilà. Donc, je crois que ça ne serait qu'une chose parmi bien d'autres. La plupart des expertises, d'ailleurs, à part les expertises en balistique, comme je l'ai toujours dit, elles ont une force probante, mais la Oui. plupart des autres expertises, ce ne sont jamais que des éléments d'appoint Mm. qui viennent abonder ou pas. Mais on n'a jamais condamné personne aux assises sur une seule et unique expertise, sauf balistique. Je reprécise. Hein. Et des expertises ADN, évidemment, mais pas sur des expertises du genre, justement, graphologie, expertise en écriture, et, et encore moins, donc. On parle de l'hypnose aussi, c'est pareil, on a utilisé l'hypnose une ou deux fois. Bon, c'est pas considéré comme probant Mm. en France. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, autrement, il y a autre chose dans l'actualité sur l'affaire Grégory. Il y a deux ADN qui ont été retrouvés sur les affaires de Grégory, les affaires qu'il portait le 16 octobre. Et c'est pareil, ces ADN-là, avec expertise, on retrouve deux profils ADN bien particuliers, cheveux châtains foncés et des yeux foncés. Donc là, c'est aussi très intéressant. Alors, je pense ils ont dû éventuellement procéder à l'intégralité des relevés ADN des différents protagonistes et des gens ayant pu côtoyer Grégory la journée du 16 octobre. Et il en ressort deux ADN bien, bien distincts. Vous en pensez quoi, tout ça, René Létra? Alors, bon, moi, je voudrais déjà corriger un petit peu ce que vous avez dit. Ce n'est pas des ADN, c'est la même chose. On a 4 ADN mélangés. Et donc, incomplet, mélangé et très difficile à démêler. À l'heure actuelle, c'est le professeur Dumpré-Puy. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à prononcer le nom de ce monsieur que j'écorche régulièrement, parce qu'il a un nom quand même un peu compliqué. C'est C'est ce Rouge laboratoire de... voilà. C'est ce laboratoire de Bordeaux. C'est lui qui a réalisé beaucoup d'expertises ADN dans cette affaire. Et à l'heure actuelle, il dispose d'un logiciel qui est capable de démêler 3 ADN, mais pas 4. Mais il espère avoir la validation d'un nouveau logiciel courant 2024. Alors, c'est une validation scientifique et technique, hein, j'imagine, qui lui serait capable d'en démêler 4. Or là, on a 4 traces d'ADN mêlées, incomplets. C'est pas très précis, ni dans l'émission, ni dans l'article. Ils ont été retrouvés à la fois sur certains scellés, en particulier peut-être sur les vêtements de Grégory, probablement sur les vêtements, mais l'avocate utilise le mot affaire. Alors là, il y a une nuance, je ne sais pas très bien quelle différence elle fait entre les affaires et les vêtements, parce que, à ma connaissance, il n'avait pas d'objet sur lui. Bon. Et sur des courriers. Parce qu'il y avait de l'ADN aussi sur les autres courriers. Alors là, on a éliminé Q5, hein, là on parle bien des 4 courriers qui font partie maintenant du canon officiel, hein, Q1, Q2, Q3, Q4. Alors, si ces ADN arrivent à être démêlés, peut-être qu'on en tirera quelque chose. Mais les 2 portraits robots qui ont été tirés et qui donc font état de... Alors, ce sont 2 ADN masculins, là encore. Hein. Donc, enfin, c'est le contraire. Je veux dire, là encore, ça élimine du coup les femmes.
2 ADN masculins, cheveux bruns, cheveux bruns, les deux, cheveux bruns, et les yeux, l'un des deux marron clair et l'autre marron foncé. Voilà. Donc, ça, forcément, ça a été réalisé à partir d'allèles et non pas à partir d'ADN complet. Car si on avait eu des ADN complets, comme vous le dites, on aurait pu les comparer à tous ceux qui sont tous scellés de tous les gens qui ont été prélevés. Et quand même, la plupart des protagonistes ont été prélevés. C'est vrai que Maître Chastan-Morand dit qu'il y a eu quelques loupés. Il y en a qui ont été prélevés que très tard. Et d'ailleurs, elle dit, dans le milieu professionnel en particulier, peut-être qu'il y en a encore qui sont passés au travers des mailles du filet. Donc peut-être qu'il faut continuer encore quelques prélèvements supplémentaires. Mais si on avait pu comparer, ça matchait ou ça matchait pas. Et puis voilà. Oui, oui. Si on ne l'a pas fait, c'est que ils ne sont pas comparables en l'état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séquence suffisamment complète pour qu'on puisse la comparer. Donc, on a tiré des portraits robots parce que c'est la même chose que pour les courriers de l'Aveline. Si on a la chance d'avoir des allèles, avec ces allèles-là, on a tiré ces portraits robots-là. Alors, c'est vrai que c'est pas inintéressant parce que déjà, ça élimine les femmes. Oui. Donc, ça élimine d'entrée de jeu Christine. Vous me direz que l'ADN des parents n'a de toute façon pas été trouvé sur Grégory, sur ses vêtements, alors que très probablement, ils ont été amenés quand même à le toucher dans la journée. Hein. Et c'est vrai que les cheveux châtains et les yeux bruns, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça n'élimine pas nos principaux suspects. Non, ça se recoupe au fur et à mesure. En tout cas, Electra, vous avez, merci d'avoir éclairci la situation par rapport aux ADN. Vous êtes en pleine maîtrise de ce dossier-là. On sent bien que vous avez fait des recherches sur les sujets, parce que moi, ça me paraît très compliqué encore les ADN. Petit bémol quand même, malgré tout, pour moi, c'est que ça peut être aussi des ADN de contamination là sur les affaires. Alors, si c'est sur le blouson de Grégory, ça peut être un pompier, ça peut être quand ils sortent l'enfant de l'eau, il y a zéro protection, donc et même ça peut être de l'ADN de contamination au moment, effectivement, comme vous le dites, de la sortie de l'eau, de la manipulation du cadavre, enfin, etc. Même au niveau de l'autopsie. Hein, bon. On le sait bien, mais ça peut être aussi, une fois laissés les mis à l'abri, il paraît qu'ils ont été très mal conservés. D'une part, ils ont été mis dans des sachets plastiques avant d'être parfaitement séchés. Et donc, on sait qu'il y a de la moisissure. Il y en a qu'on voit, par exemple, sur le bonnet de Grégory. On l'aperçoit quand on voit la photo du scellé. Or, la moisissure bouffe l'ADN. On le sait, puisque c'est comme ça, d'ailleurs, que c'est utilisé en science, justement, quand on veut éliminer une partie de contamination, par exemple, et on le fait avec des moisissures. Alors, à quel stade est-ce que l'ADN s'est dégradé? On n'en sait rien. On ne peut pas le savoir exactement. Mais je pense, là encore, qu'avant d'approfondir davantage et de prendre la peine de faire quelque chose à partir de ces allèles qui ont été relevés, je pense qu'on a essayé raisonnablement d'éliminer tout ce qui avait de très fortes chances d'être contaminé. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est passé entre beaucoup de mains, qui a été présenté aux gens auditionnés, parce qu'on sort les choses du plastique, puis on les remet. Enfin, je pense que tout ça, donc je suppose que quand même, cela, c'est parce que, a priori, on a réduit au maximum le risque de contamination de ces ADN-là. D'accord. C'est ça. Alors, quelle affaire? Quel endroit? Parce que par exemple, on pense au bonnet qui a été rabattu sur le visage de Grégory. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un prélèvement à l'intérieur du bonnet, vous voyez? Ce genre de choses, ce genre de pièces qui a peut-être été moins manipulées, on ne sait pas où ils ont prélevé ça, quoi. Alors, je me suis renseignée également pour une autre chose, parce que il y a quelque chose qui m'intriguait quand même beaucoup. J'avais lu ici et là que par ces allèles, on pouvait également déterminer l'âge du porteur de cet ADN ou de ces allèles. Ce que je trouvais très étonnant pour ma part, parce que le patrimoine génétique nous est donné à la naissance, bien entendu, et on le conserve toute sa vie. Alors, je me suis rapproché d'un de mes vieux amis qui a été un chercheur de très haut niveau, bon, qui est maintenant à la retraite depuis longtemps. J'ai discuté de ça longuement avec lui cette semaine. Il m'a dit tout ce qu'il pouvait me dire, mais il m'a bien confirmé que non.
effectivement, on ne peut pas, à partir d'un ADN, déterminer. Alors, quand on dispose d'un ADN total, complet, hein, la totalité du génome, par exemple en archéologie sur les momies ou autres, il arrive qu'à la fin du codage de cet ADN, lorsqu'il s'agit d'une personne assez âgée, les terminaisons, si vous voulez, de ces séquences de lettres ACTG finissent par s'éroder. Il en manque. Mais pour ça, ça suppose d'avoir encore une fois le génome complet d'un individu. Ah oui. Et là, on peut mesurer, et si on voit qu'il en manque à la fin, qu'il manque 3-4 codons, eh ben on peut dire que c'était probablement une personne âgée. Mais quand on n'a que des séquences, or la justice n'exige que des séquences, et donc là, les séquences dont on dispose, c'est des séquences de 7, 8, peut-être 9, 10 dans le meilleur des cas, jusqu'à 15, mais pas au-delà, quoi. C'est absolument impossible de le savoir. Et donc, moi, j'ai réfléchi à partir de ça, parce que ça m'a beaucoup turlupiné. Cette histoire, inutile de vous le dire, je pense qu'à ça depuis 8 jours. Et j'ai réfléchi que dans la journée du 16 octobre, effectivement, Grégory a été très peu en contact avec des hommes. Oui. Il a vu un petit peu son père à l'heure du déjeuner, mais il n'est même pas sûr. Il est parti assez tôt, Jean-Marie, puisqu'il travaillait l'après-midi, donc il n'a pas eu l'occasion ni de lui remettre son blouson, ni tout ça, je ne crois pas. Et après, il a surtout été aux mains des femmes, aux mains de femmes, de sa mère, de sa nourrice, de l'institutrice à l'école, de l'aide, alors ça s'appelait pas ADSEM à l'époque, mais enfin il y avait déjà des aides dans les écoles maternelles pour enlever le blouson, remettre le blouson, etc. Quand il jouait en bas des HLM de la nourrice, les voisines ont pu le toucher. Enfin, dans l'ensemble, c'est quand même essentiellement des ADN féminins qu'on aurait pu trouver, plus que des ADN masculins. Sauf une exception, laquelle j'ai pensé après. Je me suis dit, oui, mais en classe et dans la cour de récréation, comme beaucoup de petits garçons, il devait jouer surtout avec les petits garçons. Et donc, il a peut-être été, on s'attrape par le blouson, on se bouscule, etc. Est-ce que ces ADN masculins ne pourraient pas être ceux de petits camarades? Et c'est pour cette raison que je me suis interrogée sur l'âge. Est-ce qu'on peut déterminer l'âge? Et malheureusement, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas exclure que ces ADN masculins, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a manipulé l'enfant, forcément, parce que ça a été prouvé. Quand on parle de ces affaires, à part ses vêtements, je ne vois pas grand-chose d'autre. Hein. Je ne portais pas d'objet, encore une fois. Donc, c'est quelqu'un qui a touché l'enfant. 2 personnes qui ont touché l'enfant, puisqu'il y en a 2. De sexe masculin. Mais ça pourrait aussi bien être des petits camarades. Ah ouais. Donc, voilà. Ça m'a déçu. Hein. Je vous avoue, j'aurais été très contente si mon ami avait pu me dire ah oui, on peut. Mais non, on ne peut pas déterminer l'âge, bien sûr. Ouais, c'est bien ce que vous dites, Electra, parce qu'il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle dans ce dossier-là, et c'est pas forcément de mise pour tout le monde. Et le fait d'annoncer ça, Electra, c'est déjà des recherches de votre part, et puis également, même si ça nous attriste un peu de pas avoir plus de précision, excusez-moi, concernant l'âge, il faut le dire aux gens. Il faut le dire aux gens, c'est très important. Ouais, puis pour moi, l'ADN retrouvé sur les affaires de Grégory, c'est pas ni incriminant ni significatif, d'une certaine manière. Il y a eu trop de que ce soit les pompiers, que ce soit effectivement, comme vous dites, Electra, ces petits camarades dans la cour de récréation, etc. Ce qu'il faut, c'est sur les objets, la lettre de revendication, par exemple, là, ça serait significatif. Oui. Sur les affaires du petit Grégory, malheureusement, ou alors dans les nœuds de la corde, là, ça pourrait être significatif aussi. Mais sur ces habits, malheureusement, j'ai l'impression que ça peut ne mener à rien, quoi. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Ron, parce qu'on va pouvoir faire le lien avec ce que je voulais aborder derrière, c'est le fameux timbre Electra. Voilà. Le timbre qui avait été égaré, soi-disant. Je suis moi aussi tout à fait d'accord avec ce que dit Ron, c'est-à-dire que même si le juge parvenait à une intime conviction que c'est bien l'ADN du meurtrier, ce serait très difficile. Il est évident que la défense va s'engouffrer dans les arguments que vous donnez, Ron. Et ça sera très difficile de convaincre un jury en cour d'assises avec des ADN masculins trouvés sur ses vêtements. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et donc, au bénéfice du doute, vous voyez. Ça, alors, par contre, c'est vrai que l'ADN, parmi ces 4 ADN, enfin, on nous reparle du timbre. Alors, ce timbre, soi-disant... Juste une question. Est-ce qu'ils ont fait des comparaisons ? Est-ce qu'ils ont déjà procédé aux comparaisons? Par exemple, c'est les ADN retrouvés là.
Est-ce qu'ils les ont comparés à… Est-ce qu'ils ont, par exemple, mettons les pieds dans le plat, les ADN de tous les protagonistes ou de tous les gens qui ont été mis en examen ou en tout cas qui ont été interrogés depuis? C'est sûr. Oui. Est-ce qu'ils les ont? On ne sait pas ça. Si. Tous ces ADN-là sont… On a la liste des prélevés, on sait qu'il y a plus de 300 et quelques ADN au scellé. Hein. Donc ça n'a pas matché. Et c'est que ça n'a pas matché. Et là, il y avait une demande de 37 prélèvements supplémentaires. Et c'est ceux-là qui ne sont peut-être pas d'ailleurs complètement achevés. Mais le problème, c'est que c'est très bien d'avoir… Et là, on peut avoir l'ADN qu'on veut, puisqu'on le prélève. On peut même l'avoir entier si on le désire. Mais si l'élément de comparaison que vous avez est, lui, très partiel et très détérioré, la comparaison peut très bien ne pas matcher. Elle peut, à la rigueur, donner un ADN d'exclusion. Et c'est ce qui s'est passé pour les parents. C'est-à-dire que les ADN qui ont été trouvés sur les vêtements de Grégory et à l'intérieur du nœud des cordelettes, justement, il y a eu un ADN d'exclusion qui fait que ça ne peut pas être les parents. C'est-à-dire que la petite séquence qu'on a réussi à isoler ne figure dans l'ADN ni de l'un ni de l'autre. Donc, ça ne peut pas être eux. Ça, on le sait. Quand par chance, on a un ADN d'exclusion. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le fait de ne pas trouver l'ADN de quelqu'un quelque part n'est pas la preuve qu'il n'a pas touché ou manipulé. L'ADN, on n'en laisse pas partout, n'importe où, n'importe quand. C'est une question de chance. Hein? Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Si. Bon. Si, mais alors, faut pas perdre de vue aussi que la justice est en investigation, qu'ils ont diffusé ces éléments-là, ces petits éléments-là à la presse. Moi, je pense que ces éléments-là sont déjà anciens et qu'il y a sûrement eu d'autres choses, parce que s'ils divulguent ça, c'est qu'ils sont déjà sur autre chose, sur un approfondissement de façon plus complète, avec peut-être déjà des gens incriminés. Et moi, je pense sincèrement que on a tout à retardement. C'est que si la justice balance tout ça, c'est qu'ils sont déjà bien plus avancés. Ça, c'est très possible. Ah oui, alors ici, il y a quand même un point sur lequel je n'ai pas vraiment répondu, c'est le timbre. Alors, ce fameux timbre, donc un demi-timbre avait été analysé en 2000, je crois, pour la salive. Ça n'avait rien donné de toute façon, ça donnait simplement le groupe sanguin. Donc, vous savez, c'est quand même extrêmement vaste là aussi. Et on croyait, enfin, le bruit circulait beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., que l'autre demi-timbre avait été perdu. Mais apparemment, il ne l'a pas été, ou il a été retrouvé. Alors ça, c'est vrai que si, mais je pense que par contre, c'est peut-être sur ce timbre-là qu'il y a les fameux 4 ADN mêlés. Je le crains. Bon, alors si on arrive à les démêler et qu'on arrive à en isoler un suffisamment, là, c'est vrai par contre que le lien serait vraiment établi de façon très directe avec le crime. En tout cas, avec la lettre de revendication, sauf à imaginer que le scripteur et le posteur de cette lettre de revendication ne soient pas l'assassin. C'est pas exclu non plus totalement. Hein. On est toujours dans des incertitudes. Enfin, on serait quand même très très proche là, si on arrive à identifier un ADN. Je pense que là, par contre, le possesseur de cet ADN aurait beaucoup plus de mal à s'en expliquer. Oui. Ça, c'est sûr. Puis avec des éléments un petit peu concordants derrière, on va parler encore de la stylométrie, des études graphologiques et tout ça, un ensemble de faisceaux d'indices qui pourraient vraiment diriger, pas rediriger, il faut que j'arrête de dire rediriger par rapport à cette affaire, continuer à diriger les enquêteurs dans un sens qui est établi depuis un petit moment déjà. Voilà, on va reprendre également les propos de Maître Moser. Et moi, j'aime bien, par rapport à l'affaire Grégory, justement, vous savez, analyser cette affaire un petit peu comme une affaire de stupéfiants, parce que c'est un meurtre, apparemment, selon le sens de la justice actuelle, un meurtre collectif avec plusieurs protagonistes, plusieurs intermédiaires. Moi, j'aime bien, je sais qu'à Ekron, on avait décomposé le 16 octobre avec plusieurs, même ce qui s'est passé un peu en amont du 16 octobre, avec plusieurs cellules corbeaux, cellules corbeau kidnappeur, cellules corbeau criminel, etc. Et j'analyse ça un petit peu comme de toute façon, oui, c'est un crime avec plusieurs têtes, plusieurs hydres, on va dire, les têtes de la même hydre, mais qui abondent tous dans le même sens. Et au bout d'un moment, je suis intimement persuadé qu'on aura ce que disait Maître Moser, avec qui a fait quoi, à quel moment. Ça sortira un jour ou l'autre. Alors, vous parlez d'un non-lieu, mais on préférait autre chose. Mais si ça sort sous une forme d'un non-lieu, voilà, on aura enfin peut-être une grosse élucidation de tout ça.
savez, en même temps, c'est ce qu'il a redit là il a à nouveau été interviewé brièvement là après ses résultats. Et il dit le but n'est pas forcément de mettre en prison des gens de tel ou tel âge, surtout à l'âge qu'ils ont, vous savez, ça n'irait pas bien loin. Hein. Le but est de savoir la vérité. Les parents veulent connaître la vérité et ils veulent savoir quels ont été les derniers instants de leur enfant. Comment s'est passée sa mort. C'est ce qu'ils veulent savoir. Et je crois que pour eux, c'est ça le plus important. C'est pour ça que finalement, moi aussi, j'étais très attachée à un procès parce que j'ai le sens de la justice chevillé au corps et que je trouve extrêmement choquant que des assassins d'un crime aussi horrible, en plus, puissent passer au travers des mailles du filet. Mais que voulez-vous, à un moment donné, il faut faire avec le principe de réalité. Et le principe de réalité, il est celui-là. Les gens disparaissent les uns après les autres. C'est une affaire qui va avoir 40 ans. On est rentré dans la 40e année. Si au moins on a la vérité, la sanction peut-être qu'ils l'ont eu déjà de leur vivant, parce que ces gens-là, ils ne doivent pas avoir mené une vie tellement tranquille quand même, hein, en voyant que l'enquête se poursuivait. Je suppose qu'ils sont quand même pas, je suis pas sûr qu'ils fassent de très beaux rêves toutes les nuits, hein, et qu'ils soient parfaitement tranquilles. Voilà. Alors, ils sont tout le temps à la merci d'un rebondissement. Je pense qu'ils y ont perdu quand même la paix et la tranquillité. Et puis, pour ceux qui croient à une justice immanente, eh ben, peut-être qu'ils trouveront la justice dans un autre monde. Divine, comme on dit, la justice divine. Ayant échappé à la justice des hommes, la justice divine. Mais vous voyez, ça se rapproche de ce que disait Muriel Boll sur le dernier reportage de 2021, où il disait de toute façon, pour l'instant, ça s'est calmé, mais ça va revenir, ça va ressortir. Elle disait ça justement quand elle était dans son véhicule, elle était interviewée de façon très succincte par le journaliste, d'ailleurs, un journaliste très très bon, je trouvais ce monsieur-là un très bon intervenant. Et elle disait ça, Muriel, mais elle a pas tort. De toute façon, il y a des accalmies. Alors les accalmies, c'est souvent des investigations de la justice depuis 2017. Et là, ça ressort en ce moment. Je pense que les protagonistes encore vivants doivent avoir effectivement des nuits très agitées. Et puis on a appris malheureusement également que, alors je ne sais pas quelle crédibilité à donner à ça, que Muriel Boll n'était pas forcément en bonne santé. Alors avec des grandes réserves, des pincettes, parce qu'on ne connaît pas Muriel Boll personnellement. C'est des choses qui ont été rapportées de façon un petit peu racoleuse sur le net et dans une vidéo. Mais voilà, on s'aperçoit vraiment que la vie des différents protagonistes, c'est une vie très compliquée, une vie de soucis. Et puis Muriel Boll, bon, toujours une pensée pour Muriel Boll, qui est vraiment le dommage collatéral par excellence, quoi. Ouais, mais tu sais, même si on retrouvait les coupables et même si on était sûr que c'était eux, quel que soit leur aveu, je pense qu'on ne saura jamais la vérité. Ils édulcoreront de toute façon ce qui s'est passé. Ils diront jamais, et je pense que c'est peut-être mieux comme ça, mais ils diront jamais comment ça s'est passé en vérité. Ils diront que c'est un accident, ils diront je sais pas quoi. Alors peut-être que ce serait effectivement le cas, mais moi c'est même certain. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne saura jamais tous les détails de la façon dont ça s'est passé. Si on arrive à avoir les grandes lignes et si on arrive à savoir, le kidnappeur, a priori, on le sait, qui ensuite a procédé soit à la mort, soit à la mise à l'eau de cet enfant. J'ai noté que Maître Saint-Pierre a redit là, dans cette émission L'heure du crime, qu'avec les années, avec le temps, Jean-Marie Villemain notamment, n'est plus totalement fermé à l'hypothèse accidentelle. C'est-à-dire que peut-être bien qu'on a voulu exercer un chantage, les tourmenter, mais avec l'idée qu'on rendrait l'enfant quelque temps après et que malheureusement les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et qu'il serait mort accidentellement. Et les traces, vous dites. Ouais, ce que vous dites en plus, moi, ça me fait toujours penser à l'usage de l'insuline pour lui faire perdre la mémoire, le mettre dans un état second, et justement qu'il oublie peut-être la façon dont il a été embarqué par le kidnappeur et tout. Moi, j'ai toujours, plus j'y pense, plus pour moi la piste de l'insuline est de plus en plus sérieuse. Si on imagine éventuellement un kidnapping avec remise du gamin dans un endroit un peu plus tard, quoi, et que la mauvaise maîtrise de l'époque concernant l'insuline aussi, parce que c'était un peu les prémices des traitements particuliers, des prises d'insuline par les particuliers pour le diabète. Et on peut imaginer effectivement une mauvaise maîtrise, un surdosage par rapport à un enfant, une mauvaise posologie, ce qui aurait amené la mort. Mais on voulait peut-être juste le plonger dans un état second. Puis, cette déclaration, cette déclaration me fait surtout rappeler ce qu'on s'est dit
lors du live précédent par rapport à la réunion à l'Aveline, quoi. Moi, c'est le truc, Voilà. je vous avoue, qui me reste un petit Ouais. peu, que j'ai encore eu du mal à digérer. C'est l'information sur laquelle je cogite encore régulièrement. C'est extrêmement intéressant, c'est sûr, cette information. Et ça, il faudra peut-être qu'on en parle un jour, mais c'est un sujet à soi tout seul parce que c'est quand même très compliqué Ouais, c'est et très très, très spéculatif, hein, il faut bien le reconnaître, hein, on n'a pas Oui, oui, grand-chose. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment des scénarios qu'on peut essayer d'imaginer, mais c'est à peu près tout. Il y a également une autre chose, moi, qui m'intéresse énormément, c'est qu'on en avait parlé précédemment aussi dans la dernière vidéo, c'est la mise à l'eau, l'endroit de la mise à l'eau de Grégory aussi. Moi, c'est quelque chose où, pourquoi cet endroit-là, qui connaissait l'endroit en question, et ça, c'est très intéressant aussi. Très intéressant aussi. Ouais, d'accord. Bah écoutez, moi, ce qui serait peut-être intéressant de faire un petit peu sur l'affaire, sur la vidéo de ce matin, c'est un peu de prospective sur l'affaire Grégory, parce que on a parlé tout à l'heure de commission rogatoire. Donc, qui dit commission rogatoire, dit peut-être des écoutes téléphoniques, ce genre de choses qui ont été faites, à mon sens, il y a déjà un petit moment. Ça va pas être forcément d'actualité parce que tout le monde est recroquevillé un petit peu comme des crustacés dans leur coquille. Mais avant que quand les éléments commençaient à sortir, je pense qu'il y avait peut-être des écoutes, comment dire, de l'observation de fait de la part des enquêteurs et de la justice. Mais c'est quand même intéressant d'imaginer ça et puis de penser peut-être que des appels téléphoniques de protagonistes ou alors de gens gravitant autour des protagonistes, peut-être la jeune génération, les enfants, voilà, les petits-enfants, ça doit forcément en parler parce que cette région-là, quand même, bon, c'est secret, les gens sont verrouillés, mais ils doivent bien quand même communiquer entre eux. C'est une affaire quand même qui doit les tarauder. On écoute les déclarations des Jacob. Non, non, jamais on en parle. Non, 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 on les voyait jamais, tout ça. Mais si, forcément que ça en parle et forcément, dès qu'il y a un rebondissement dans l'affaire, les téléphones doivent s'allumer, les gens doivent se rencontrer. Tiens, c'est marrant, telle personne a été le jour des sorties dans la presse à tel endroit et tout ça. Je pense que les enquêteurs ont balancé, vous savez, un peu un caillou dans la mare en voyant un petit peu les remous arriver sur les rives. C'est tout simplement de l'observation et du bon sens derrière. Moi, je pense que alors nous, on est juste des gens en retrait surveillant l'actualité, mais les gens sur le terrain, parce qu'il y a forcément des gens sur le terrain, en parallèle de tout ça, des recherches scientifiques ont dû avoir forcément des choses intéressantes, à ramener à Dijon. Mais il y a également aussi les protagonistes aussi, peut-être du travail aussi, parce qu'on parle toujours des fameuses réunions syndicales ou comités d'entreprise et tout ça. Il y a forcément dans le cadre professionnel, et c'est intéressant, vous avez dit tout à l'heure, Elettra, qu'ils étaient passés à côté du cadre professionnel de façon approfondie. Donc, on a hâte de voir tout ça. Oui, c'est ce qu'a dit Maître Chastambron. Moi, je suis assez de votre avis. Je ne serais pas du tout surprise que dans des périodes comme ça, surtout quand justement il vient d'y avoir un article qui peut inquiéter les gens, ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait une petite série d'écoutes. Et c'est ce que personnellement, si j'étais juge d'instruction, c'est certainement ce que je ferais. On peut pas mettre les gens sur écoute en permanence. Enfin, de temps en temps, c'est quand même utile. C'est vrai que le fait de ne rien avoir donné comme information pendant 3 ans, oui, parce que ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'on apprend que, par exemple, cette protagoniste, enfin, ce faux corbeau, cette fausse corbette-là, de la lettre Q5, en fait, elle a été identifiée immédiatement, dès janvier 2021. C'est-à-dire, les examens ont été accordés en 2021 aux parents en janvier, et 3 semaines après, je suppose, ça y était, elle y était déjà. Or, pour autant, la justice n'a rien communiqué pendant ces 3 ans. Je pense que c'est quand même peut-être une façon aussi, enfin pendant ces 3 ans, pendant ces 2 ans, 2 ans et demi, c'est peut-être une façon aussi d'exercer une certaine pression sur les gens qui ont des raisons d'avoir peur. Et que la pression, ça peut faire des faux pas aux gens. Ça peut décider quelqu'un à livrer un petit élément qu'il croit sans conséquence. Voilà, ça peut créer un mouvement de panique. Et je rapproche ça un petit peu également aussi. On a dit en 2017, ça s'est beaucoup dit, que si la juge Barbier avait procédé à toutes ces mises en examen comme ça, plus une audition quand même très longue de Ginette aussi, il ne faut pas l'oublier, qui en est ressortie libre, mais enfin, elle a été en garde à vue 9 ou 10 heures, quelque chose comme ça. On a pensé qu'il y avait une sorte de pression de sa part, qu'elle espérait que quelqu'un craquerait et finirait par dire quelque chose.
Donc, j'ai tendance à penser que c'est peut-être un peu dans sa méthodologie. Et je me dis, voilà, elle est revenue au mois de juillet. Et là, brusquement, on nous sort enfin des résultats alors qu'on ne nous disait rien depuis 2 ans et demi, 3 ans, et où on nous annonce qu'il va y en avoir d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un peu sa patte à elle derrière? Au niveau Oui. stratégique, je parle. Hein. Et- Là, ce n'est pas le contenu du dossier, mais un juge d'instruction, il a aussi forcément une certaine stratégie hein, pour essayer Oui, puis de je faire remonte également. parler. Et je remonte également les traits aux premiers éléments qu'on a abordés sur la vidéo avec comment dire, Maître Velzer et Marie-Ange Laroche qui ont perdu face au colonel Sesma. Ça date du 28-09 de cette année, donc 28 septembre. Tout est plus ou moins ordonné, j'ai l'impression quand même. Il y a un affaiblissement de l'avocat historique du clan Laroche, Velzer, qui est débouté une nouvelle fois. Et après, il y a eu un enchaînement de situations avec la justice où on a vraiment l'impression qu'il y a une stratégie d'ampleur. Moi, c'est je me trompe peut-être, hein, mais je ressens ça de façon frappe coordonnée, vous voyez. C'est très possible. C'est très possible. Encore une fois, un juge d'instruction, c'est aussi quand même un stratège. Hein. Le but, Ah c'est quand oui. même d'arriver à une vérité judiciaire. Mm. Alors, comme vous en parlez, je pense que c'est quand même correct également de donner la réaction des avocats de la défense, de Maître Velzer d'un côté, et je crois que c'est Maître Bernat qui s'est exprimé de l'autre côté, ou Juriana, je ne sais plus exactement. Enfin, l'un comme l'autre considère que tout ça c'est nul et non avenu et que c'était une fausse piste et que c'est très bien parce que ça a montré que c'était une fausse piste, c'est-à-dire qu'ils ne retiennent que le résultat Q5 et que ça prouve bien que dès le début l'instruction fait fausse route et qu'il y aura certainement d'autres fausses pistes qui vont apparaître dans les résultats suivants. Voilà grosso modo la réaction. Vous pourrez la trouver sur Vosges Matin, je crois, et les dernières nouvelles d'Alsace ou un journal qui s'appelle l'Alsace, où ils se sont exprimés. Je ne pense pas déformer leurs pensées, leurs propos. Pour eux, c'est nul et non avenu, quoi. Ça ne fait que montrer les erreurs de l'instruction. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est leur stratégie. Tout est nul et non avenu pour eux, hein. Même, alors, je tiens également à tirer mon chapeau au travail de Smolax concernant les jumelles, où il a prouvé pas mal de choses par A plus B avec sa simulation, tout à fait. C'est les mots. Mais voyez, par exemple, là, on avait vraiment l'exemple type de la mauvaise foi des avocats de la partie Absolument. adverse avec le coup des jumelles. Le coup des jumelles, mais c'était redoutable. C'est passé dans le reportage de 2021, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans ce fameux reportage où René Jacob Oui. reconnaît Jacqueline ou semble reconnaître Jacqueline, j'ai envie de dire. Parce que c'est un vieux monsieur, on a du mal à interpréter aussi un peu la façon dont il annonce ça. Mais voilà, c'est tout à fait à l'image des avocats depuis le début où Oui, vous voulez raser face, les arbres. voilà, Il n'y a voilà, pas voilà, besoin de voilà. raser les arbres. Non, 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 non. non, non, non. Mais même pris la main dans le pot de miel, non, 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 ce n'est pas moi. Non, mais c'est terrible cette stratégie depuis le démarrage. Mais bon, ça a apporté ses fruits un certain temps. Là, on a quand même l'impression que le vent tourne un petit peu, quoi. Oui, tout à fait. Et je suis bien de votre avis que les vidéos à caractère plus technique que fait Smolax sur les essais de flottaison, sur l'essence du courant et la Oui, dernière là sur les jumelles, c'est quand même très important. Euh, En tout cas, pour ceux qui connaissent suffisamment bien le dossier, c'est très important de débunker ces éléments-là. oui, Bon, c'est peut-être moins spectaculaire qu'un déroulé complet et qu'un scénario complet, bien sûr, mais ce sont des points qui ne sont pas factuel. de si petits détails que ça, parce qu'ils sont fondamentaux, en fait, dans Ah, mais l'articulation bien des choses. sûr. En Ça plus, permet de fermer des portes. bien sûr, et puis en plus, bah, alors Smolax, pour ceux qui nous écoutent, c'est de Grégory chapitre 2, la Grégory chaîne Tome 2. tome 2, pardon, Grégory Tome Grégory 2. tome 2, où il a même pris des jumelles apparemment vraiment de basse résolution pour vraiment montrer qu'avec ces jumelles de basse résolution, on pouvait arriver à une observation très nette par rapport à la distance du domicile des Jacob au domicile des grands-parents Villemain, parce qu'on parle de ça. Voilà. C'est ça. Et il a pris volontairement des jumelles de moins bonne qualité, Mm. et même avec des jumelles bien moins bonnes que celles qu'il possédait, et avec lesquelles, bien entendu, il pouvait se promener et aller regarder partout, parce que des jumelles, c'est pas le télescope Hubble, hein, ça se promène. Ça permettait de voir de très loin et très bien, très Tout à distinctement. fait.
Tout à fait. Mais vous voyez, c'est ce genre d'éléments factuels comme vous, l'appel que vous avez fait cette semaine pour vraiment éclaircir l'ADN, pour avoir une discussion en pleine maîtrise de ces choses abordées ce matin. C'est des choses vraiment importantes que beaucoup de gens s'intéressant à l'affaire ne font pas. Donc là, je sais que vous êtes déplacé plusieurs fois dans les Vosges. Smolax fait une analyse factuelle avec des jumelles. L'ADN ce matin, ce que vous avez avancé sur la vidéo de ce matin, Electra, c'est des choses que vous avez obtenues de la part d'un éminent scientifique. Donc on est vraiment sur des choses vraiment claires et nettes, quoi. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté ni d'à peu près. Oui, y compris quand elles ne sont pas forcément très positives, parce que c'est pas. Bien sûr que j'aurais préféré, moi aussi, qu'on puisse dire l'âge l'âge des gens et pourquoi pas leur nom à partir de leur ADN, mais ce n'est pas le cas. Et donc, il faut connaître aussi les limites des techniques qu'on utilise. Et encore une fois, je ne peux que redire ça. Moi, je ne crois pas du tout qu'on va avoir le gros coup de tonnerre avec un élément clé qui va tout éclaircir d'un coup. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est un travail très laborieux, de fourmi. C'est vider la mer avec une petite cuillère. Mais petit à petit, avec tous ces éléments bout à bout, je pense qu'on va réussir à dessiner un tableau suffisamment probant, je l'espère, pour convaincre un jury. Entièrement d'accord avec vous, Electra. Mais de toute façon, c'est vrai que les tout petits éléments, à chaque fois, des petites pièces de Lego qui s'imbriquent à chaque fois, bon, ça construit. On a l'impression de vraiment voir un bâtiment au fur et à mesure s'élever sur cette enquête-là. Ça fait 40 ans que ça dure et l'édifice devient de plus en plus solide parce que je pense que les fondations posées par les gendarmes en 84 étaient quand même de belles fondations. Ça, il faut toujours le répéter. Après, il y a eu de la déconstruction, des pièces de Lego qui ont sauté, mais elles ont été remises en place. Et là, avec tous ces éléments, le sérieux, la détermination également des Villemains, des avocats, de la justice française et puis des hommes de loi aussi, parce qu'il y a quand même un sérieux travail sur le terrain aussi. On commence à observer, à définir un petit peu les contours de ce bâtiment. Et j'espère effectivement qu'on aura incessamment sous peu, parce que pour moi, je pense que l'année 2024 va vraiment être cruciale. Ça va être je pense, une grosse année pour l'affaire Grégory. Si jamais il y a des avancées, si jamais il y a des conclusions, si jamais il y a une élucidation en partie ou totale de cette affaire-là, ça sera pour 2024 à mon sens. Écoutez, je le souhaite, parce que c'est vrai que c'est quand même très long. Et je pense beaucoup aux parents toujours, hein, ça fait tellement d'années qu'ils attendent. Bon, 2024, peut-être 2025. Espérons, je croise les doigts vraiment. Mais je trouve que le fait qu'on nous annonce de nouveaux résultats à venir, là, donc il y avait 9 ADN qui ont été soumis, donc ça va, il y en a un d'éliminer, il en reste 8, mais il y a également d'autres experts. Et parmi ces 8, il y a surtout ceux qui concernent l'embout de la seringue, hein, et vous savez que comme je m'intéresse beaucoup à l'insuline, c'est vrai que ça, c'est un des résultats que j'attends avec beaucoup d'impatience, en espérant qu'il sera parlant. Il y a également la recherche, on continue à chercher la fameuse Corinne, hein, auteur donc de cette lettre anonyme qui n'a toujours pas été trouvée. Je pense qu'on continue à chercher toutes les Corinnes de cette génération-là, à peu près, de la génération de Muriel, qui aurait pu être des camarades, bien que cette lettre a été plus ou moins, mais c'est pas très clair là non plus. Il me semble qu'elle avait été attribuée par Madame Navarro, la dernière experte en écriture. Elle aurait pu être attribuée à Monique, mais sous toute réserve. Hein, je suis pas certaine que ce soit. C'est ça aussi qui est très compliqué dans cette affaire, c'est que entre ce qui circule dans la presse et puis les éléments réels, il y a souvent des amplifications, des déformations. Il faut toujours être très prudent dans ce qui ne sort que dans la presse, quand ce n'est pas confirmé par le procureur. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je crois d'ailleurs qu'il y avait Alors, il y avait justement un article un peu racoleur qui a été repris par le magazine Closer, je crois, qui indiquait, on sait qui est le corbeau dans l'affaire. Et je ne sais plus comment c'était formulé, les trames, on en avait parlé ensemble. C'était vraiment, entre parenthèses, qu'on peut considérer comme un titre à la putaclic. Oui, c'était le titre, c'était le meurtrier et brun aux yeux noirs. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, c'était vraiment, on a franchi d'un seul pas, tout l'océan Atlantique. Oui, j'avais même vu sur Twitter, des infos qui disaient on a retrouvé l'identité du corbeau de l'affaire Grégory. Et en l'occurrence, c'était l'identité de l'auteur de la lettre Q5. Donc bon. Voilà.
Non, c'est pour et ça qu'il faut c'est être vrai. très modéré dans nos appréciations, tout en restant raisonnablement optimiste, parce que je crois que surtout ces résultats valident la méthodologie qui a été retenue par les parents, et c'est vrai qu'utiliser conjointement les allèles pour des portraits robots, l'ADN de parentèle pour faire des recherches au FNAEG, dans la mesure où on dispose d'ADN incomplet, je pense que c'est une bonne voie, et la preuve, c'est que ça donne quelques résultats déjà. Donc on Mm. peut espérer que ça en donnera davantage. Oui. Restons optimistes, c'est sûr. De toute façon, l'optimisme, c'est ce qui motive cette affaire. Je pense que toute personne qui s'y intéresse, la famille de Grégory aussi, s'il n'y avait pas l'optimisme par rapport à tout ça, ça serait arrêté depuis longtemps et il faut rester positif. Et c'est vrai qu'Electra, vous m'avez parlé d'une période, alors c'était peut-être début des années 2000, je ne sais plus ce que vous avez dit par rapport aux dates où il y a eu vraiment une traversée du désert concernant l'affaire. Ah oui. Et ouais, c'était très compliqué. Alors là, on bénéficie de certains éléments. Il faut vraiment positiver, ça c'est sûr, et voir un petit peu de clarté dans ce ciel gris, quoi. Mais oui, entre 2000 et 2008, eh ben, la prescription courait, hein, et ben, c'était ça qu'on craignait le plus, hein, que le dossier arrive à être prescrit. Puis en 2008, il a été relancé donc par les analyses ADN. On attendait beaucoup les résultats, et on les a attendus très longtemps, parce que entre 2008 et 2011, on n'a absolument rien su. En 2011, c'était partiel. Il a fallu attendre 2013 ou 2014, et puis il ne se passait plus rien. Enfin, c'était négatif, je veux dire, hein, la conférence de presse du procureur Benet, et ensuite de Bosc, c'était plutôt des résultats négatifs. Et oui, la traversée du désert a été très longue jusqu'au coup de tonnerre de 2017, où là, brusquement, on a eu toutes ces mises en examen. Donc, il ne faut pas désespérer. La justice travaille à son rythme, qui n'est pas le rythme médiatique, on le répétera jamais assez, et elle travaille dans la discrétion, en respectant le secret de l'instruction, qui est très bien respecté à Dijon. Mm. Et je pense que ça va dans le sens d'une bonne justice bien rendue. Oui. Il y a d'ailleurs dans l'émission L'heure du crime, justement, où il parlait des points de caractère, la méthodologie similaire entre le juge Brault et le juge Simon, par rapport au travail respectif et à leur travail respectif. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que bah, le juge Brault, ce qui lui manquait, c'était effectivement du monde sur l'affaire. La juge Barbier sort de sa retraite. Je pense elle sort de sa retraite à la demande, bien entendu, de l'État français, mais également parce qu'elle a envie d'apporter son aide et d'apporter la main forte, prêter main forte au juge Brault. Et ne serait-ce que ça, d'avoir deux juges de qualité, de qualité pareille, c'est quand même rassurant, quoi, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'en effet, elle a quitté. Elle avait déjà demandé une prolongation, hein, d'activité, et quand elle est partie, quand elle s'est résignée à partir à la retraite, c'est parce que, comme elle l'a dit, hein, quand même deux juges d'instruction précédents y avaient laissé leur peau, et elle n'avait pas tellement envie que ça lui arrive, et elle a préféré prendre sa retraite et préserver sa vie de famille, je suppose. Bien sûr. Mais je pense qu'elle l'a fait à contre-cœur, parce que Puis visiblement, elle était très accrochée sur ce dossier, elle voulait aller au bout. Et après 4 ou 5 ans de repos, bah, peut-être que si elle a jugé que voilà, elle pouvait revenir, c'est peut-être aussi parce qu'elle se rendait compte que ça avançait suffisamment. Bien sûr. Et également, la juge Barbier, bon, qui a été encore, il y a quand même une malédiction par rapport à ça et la justice, avec un vice de procédure, vice de forme, dont elle a été victime malgré son excellent travail. Alors apparemment, il y a un petit peu, c'est pas vraiment de sa faute, parce que je ne sais plus sur quel point c'est, je l'ai entendu comme ça. C'est par rapport à une histoire de signature, je ne sais, bon, vraiment quelque chose où la partie adverse s'est engouffrée dedans et a réussi Oui, à établir un vice de forme. Donc c'est quand même malheureux, parce voilà, il y a ce genre de choses où, elle a, de toute- elle- elle a procédé seule à la mise en examen parce qu'elle agissait dans le voilà. cadre d'un supplément d'information. Et dans le cadre d'un supplément d'information, c'est le juge d'instruction qui peut s'auto-saisir lui-même. Et de ce fait, elle a cru qu'elle pouvait prendre seule cette décision. Et il n'y avait pratiquement pas de jurisprudence dans ce cas-là. Or, en réalité, il aurait fallu quel est l'avis conforme de ces deux assesseurs. Il aurait fallu que ce soit 3 juges qui y procèdent. Et la Cour de cassation a tranché dans ce sens-là. Donc voilà. Mais il faut savoir que cette annulation des mises en examen ne s'est passée que sur cet élément de procédure. Les charges n'ont même pas été examinées au fond. Donc elles restent les mêmes.
On ne peut pas dire que les charges sur lesquelles ces mises en examen avaient été faites auraient été controuvées ou discutées ou éliminées. Pas du tout. Elles n'ont même pas été examinées au fond. C'est une pure question de procédure. On peut dire qu'il y a échec, mais pas échec et mat. Voilà, exactement. Ok, bah écoutez, c'est formidable. Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. On va pas être à l'abri de refaire des petits points de temps en temps comme ça, Iltra, si vous nous validez la démarche, hein, parce que c'est vrai que c'est important que vous apportiez vos éclaircissements concernant tout ça, parce que c'est très, très, très nébuleux, très brumeux pour un petit peu pour tout le monde, même pour nous, on s'intéresse vivement à l'affaire. Des fois, c'est quand même bien d'avoir volontaire, même souvent d'avoir volontaire, pour savoir où on va et ce qu'il faut prendre en considération, ne pas prendre en considération. Et encore bravo pour votre travail de recherche sur les techniques d'ADN. Je remercie déjà les auditeurs qui vont nous écouter. J'espère qu'on aura réussi à les captiver et également à décrypter, débunker pas mal de choses ce matin. Eh ben, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité et qu'on ait pu avoir cette discussion toujours très sympathique, et j'espère qu'elle sera suffisamment pertinente. Et je souhaite un bon dimanche à tout le monde.